Et ce matin, notre invité café est l'un des hommes forts du gouvernement d'Édouard Fritsch, Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, de l'Aménagement en charge des transports interinsulaires. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour Ibrahim, bonjour aux auditeurs de Polynésie la Première. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la semaine dernière, un projet de loi portant sur la réorganisation des transports a été voté à l'unanimité par les élus de l'Assemblée de Polynésie. Il y avait vraiment urgence donc à lancer cette réforme. Oui, sur la réforme d'ensemble du transport aérien et maritime, une loi de pays existe depuis février 2016. Il convenait pour nous de parfaire cette loi et surtout dans l'implication des maires, des communes et des communautés de communes en matière de transport inter-îles dans une même commune, par exemple, parce qu'il y a un éclatement au travers de plusieurs îles. Pour cela, il était nécessaire que le texte de 2016 soit transformé pour intégrer ces autorités publiques. Alors, l'urgence, elle se situe où, d'après vous, en priorité? Dans l'aérien, dans le maritime? Moi, je dirais d'abord les deux, parce que les deux sont importants. Vous verrez d'ailleurs que le maritime sera le grand concurrent de l'aérien dans les années à venir, avec des projets de transport rapide entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent. Vous savez que les îles Sous-le-Vent représentent 80% des passagers transportés sur tout le réseau de Air Tahiti, et qu'au travers d'une offre de transport à bas prix sur ces nouveaux bateaux, il y a des projets comme le projet de Gage, par exemple, qui permet de transporter en 2h30 de temps des passagers sur Wainé ou sur l'Aiater. Donc vous voyez que les deux, en réalité, s'imbriquent. Et c'est vrai que le transport aérien est certainement pour nous le plus grand souci, avec ce qui s'est passé en 2020, avec l'arrêt brutal du transport par avion sur bon nombre d'archipels, et puis la nécessité, au vu de la situation financière de la compagnie Air Tahiti, de mettre en place une délégation de service public, une DSP, pour participer à l'amoindrissement du déficit de cette compagnie, qui est chiffré quand même pour 2020 à 3 milliards de francs. Donc nous allons relancer, d'ailleurs à partir de demain, un appel d'offres pour confier cette DSP à l'opérateur qui viendra transporter les passagers dans les îles de désenclavement. Alors, concernant le désenclavement, la desserte dans des îles, l'enjeu ici est considérable puisqu'il en va du désenclavement de plusieurs milliers de personnes. La continuité territoriale, elle peut s'appliquer ici comme c'est le cas par exemple dans d'autres territoires ultramarins. L'État a son mot à dire. Oui, c'est prévu par le code des transports métropolitains, puisque les collectivités d'outre-mer peuvent bénéficier du concours financier de l'État. Faut-il encore que le pays lui-même participe à cette continuité territoriale. C'est pour cela que je vais présenter incessamment sous peu un projet de texte de loi au niveau de l'Assemblée pour créer le fonds de continuité territoriale qui sera alimenté de 3 manières. D'abord au travers d'une participation au billet, en sachant bien entendu que l'objectif du gouvernement est de baisser les tarifs de transport aérien dans les îles, premièrement. Deuxièmement, c'est une contribution de la part du pays, ça peut être sous forme de subvention par exemple. C'est ce que nous avons fait sur la deuxième partie de 2020 et sur la première partie de 2021, avec une contribution quand même de 450 millions de francs sur un semestre. Et puis, troisième mode de financement, c'est au travers du concours de l'État, qui est abordé aujourd'hui. Ça fait déjà 1 an que je discute avec la Direction générale de l'aviation civile pour que l'État apporte également sa contribution. Alors, autre aspect à propos des dessertes maritimes, il concerne la vétusté des navires. Plus de 40 ans de vie et ils sont, j'allais dire, hors la loi. Est-ce qu'on n'a pas joué avec la vie des gens en
eh bien, en tolérant que ces navires continuent de tourner? Dans le schéma directeur des transports, et notamment du transport maritime, il est prévu d'interdire la navigation de navires au-delà de 40 ans. Ce qui veut donc dire que dès l'instant où cet âge est atteint par la flottille locale, il y a une obligation de renouvellement de la licence. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, que nous imposons aux armateurs d'acheter ou de faire construire de nouveaux navires. Alors, la grande difficulté, c'est évidemment à la fois le transport du fret et le transport des passagers, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les caboteurs qui vont dans les îles et qui transportent des matières dangereuses, comme le carburant, ne peuvent pas transporter au-delà de 12 passagers à bord. Donc, je pense que l'ensemble des compagnies maritimes respectent cette disposition, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aussi permettre à plus de gens de pouvoir être transportés par ce moyen. Et il y a 2 projets qui existent aujourd'hui sur les Tuamotu du Nord et les Tuamotu de l'Est, avec un système mixte, cargo mixte, de transport de passagers, de touristes, y compris de fret. Donc cela concerne quoi? La construction d'un navire, c'est ça? C'est ça. Alors c'est un peu évidemment mis en suspens avec cette histoire de Covid-19, mais je connais l'intérêt des investisseurs dans ce domaine, qui sont aussi déjà des armateurs connus de la place. Alors, les communes des Marquises souhaitent opérer la desserte dans les îles du Nord, également dans les îles du Sud. Vous leur avez répondu quoi? Oui. Oui, 2 fois, puisque nous avons déjà construit, pour le compte de la communauté de communes des Marquises, un premier bateau qui aujourd'hui navigue entre Hivawa, Tawata et puis Fatohiva. Et il y a un deuxième bateau en cours de construction, et à peu près de la même taille, transportant au moins jusqu'à 40-50 personnes, et qui va naviguer dans la partie nord, donc entre Nukuhiva, Wauka et puis Wapou. Ce que nous souhaitons, c'est effectivement, dans le cadre du texte qui a été voté à l'unanimité la semaine dernière, c'est que la communauté de communes gère le transport maritime. Ce n'est pas vraiment le rôle du pays, où on est loin, ici à Papeete, que de gérer cet aspect-là. Alors, autre champ de compétences qui vous revient, Jean-Christophe Bouissou, le logement. L'ambition du pays, c'est de faire sortir de terre 1400 logements par an pendant 10 ans, toutes catégories confondues, tout en les insérant dans un tissu urbain adapté. Alors, la politique publique de l'habitat 2020-2030, on en a parlé récemment. Alors, elle ne veut oublier personne, vous dites. Comment ça? Personne. C'est-à-dire que nous avions une politique de logement social. Nous allons passer maintenant sur une politique publique de l'habitat qui conçoit la vie et les conditions de vie de la population, non plus uniquement sous le prisme du logement, mais sous le prisme de la vie des familles dans leur quartier. La présence de services publics à proximité, les problématiques liées au transport, par exemple. Nous allons nous abstenir de construire des logements là où les gens ne travaillent pas. Vous voyez, le maire de Papeete est parfaitement conscient et souhaite d'ailleurs que les gens qui travaillent sur Papeete vivent à Papeete et des conditions de vie dignes, évidemment, dans ce contexte-là. C'est pour ça que l'on voit beaucoup d'immeubles, d'appartements, parce que ça correspond aussi à une certaine vision de conditions de vie de la part de jeunes couples, par exemple, qui souhaitent être à proximité de leur lieu de travail et éviter les 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire 5 heures de route que l'on fait faire à des gens pour venir au travail. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est bien sûr le logement social. C'est surtout cette catégorie de gens qui ne peuvent pas trouver un logement décent sur le marché habituel. C'est la situation, ne pas oublier les gens des îles. C'est cette politique de redistribution des terres domaniales que nous avons aujourd'hui, puisque nous avons 15 opérations qui sont en cours avec des parcelles viabilisées, des constructions de Fale OPH. Et puis, c'est aussi toute cette frange de la population qui est oubliée. C'est cette frange qui paye des impôts, qui paye des taxes et qui pourtant n'a pas en face d'elle des mesures adaptées et en fonction également des revenus des personnes. Là, je pense notamment à la catégorie intermédiaire.
Mm. Alors, vous avez vu les chiffres du logement à caractère indigne en Polynésie. Ce type de logement concerne 25% des logements en Polynésie. Nous sommes en 2021. Comment est-ce possible? Parce que tout simplement, nous avons vécu 10 ans d'instabilité politique. Je suis navré de rappeler qu'entre 2005 et 2014, nous avons vécu réellement 10 ans d'instabilité où aucune politique publique n'était possible à mettre en place. Fort heureusement, nous avons quitté cette situation et on est en mesure aujourd'hui d'augmenter substantiellement les moyens financiers. Et d'ailleurs, si on a l'occasion d'en parler, je vous parlerai de nouveaux moyens financiers, parce que c'est la grande question pour financer l'ensemble des opérations, notamment des 1000 logements à 1400 logements que l'on doit réaliser. Mais je vous fais quand même remarquer, Ibrahim, que regardez cette poche d'habitat indigne à proximité de l'aéroport de Tahiti Fara. C'est traité à l'heure actuelle. Vous voyez, ça faisait 30 ans que cette opération qui avait été imaginée n'était pas sortie de terre, et aujourd'hui, allez du côté de Rotoaria, regardez ce qui se passe en ce moment. Voilà, on évolue enfin grâce au fait que nous sommes arrivés entre la commune, le pays et l'État à nous entendre au travers d'une convention et à travailler et à ramer dans le même sens. C'est pareil aujourd'hui pour Maïna, pour Pireh, pour Papeete et pour Punavia, où nous avons discerné dans ces communes ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, et nous avons actuellement des projets de rénovation urbaine pour résorber, y compris l'habitat insalubre. Ce qui veut donc dire que sur les 10 prochaines années, on va arriver à juguler effectivement cette situation. Vous pouvez vous engager là-dessus en disant que clairement, pendant X années, il n'y aura plus de logements indignes ici en Polynésie? C'est notre objectif. Vous voyez, moi, je veux bien m'engager, mais je ne suis pas tout seul. Et puis, entre nous, je suis membre d'un gouvernement. C'est à la population de faire le choix des personnes qui auront la conduite du pays. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons aujourd'hui un schéma d'aménagement général de la Polynésie pour les 30 prochaines années, ce qui est quand même considérable. Et deuxièmement, nous avons une politique publique de l'habitat pour les 10 prochaines années. C'est cette politique-là qu'il faudra mener jusqu'au bout. Avec quel budget pour cela? On a parlé de 15 milliards par an. Alors, il y a déjà ce que consacre le pays et l'État, c'est-à-dire environ 12 milliards de francs par an. Il y a surtout une évolution considérable que nous allons mener pour permettre des financements complémentaires. C'est un sujet de débat, mais j'estime aujourd'hui que nos opérateurs doivent avoir la capacité de pouvoir emprunter auprès de guichets à des taux zéro, je pense notamment à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque des territoires, et ce faisant, ça devient un levier, les subventions du pays deviennent un levier de remboursement de ces prêts. Imaginez par exemple un prêt de 40 milliards sur 40 ans, c'est 1 milliard de francs de remboursement. Si vous mettez ça à côté des 12 milliards que nous consacrons chaque année, je veux dire, c'est pas grand-chose. Donc un levier comme celui-là doit pouvoir être activé. Deuxième chose, c'est faire comme en métropole, c'est de créer un fonds qui est le fonds Action Logement en métropole, et le fonds social de l'habitat pour les salariés doit pouvoir être mis en place ici. C'est la contribution du 1% au logement. Très très vite, Jean-Christophe Bouissou, vous avez entendu le président Édouard Fritsch, il est temps, a-t-il déclaré, de réguler le marché de l'immobilier afin d'apporter des réponses donc en habitat adapté au plus grand nombre de nos concitoyens. Alors comment on régule le marché? On régule le marché d'abord au travers de mesures incitatives. Par exemple, on sait pertinemment que l'OPH a des possibilités de production de logements sur une année de 350 logements en habitat groupé, de 400 fallait au PH, on a fait même plus de 500 en 2020, mais il n'y a pas que ce segment. Il y a l'autre segment des gens qui gagnent moins de 3 SMIC et demi, moins de 4 SMIC, et cela doit pouvoir être aidé par des opérateurs privés. Alors, ce qu'on dit réguler, c'est réglementer, et la réglementation, c'est aussi l'incitation. Et nous allons mettre en place un système encore plus incitatif pour permettre aux opérateurs privés de livrer des logements pas chers sur le marché. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bouissou, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre du Logement, de l'Aménagement en charge des transports interinsulaires. Merci beaucoup.